Bonjour et bienvenue en ce lundi dans ce nouveau podcast L'espoir fait rire. Et aujourd'hui, on a pour la première fois deux invités, Hervé, Geoffrey. Je vous laisse vous présenter en quelques phrases. Hervé, donc je suis depuis 2 ans maintenant donc vendeur au sein du magasin Moonterra. Donc je m'occupe particulièrement au sein du magasin des partenariats. Donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés tous les deux. Donc tout ce qui est animation et partenariat au sein du magasin. Ok, Geoffrey. Moi c'est Geoffrey, j'ai travaillé plusieurs fois au magasin, mais là j'y vais pour une bonne fois en tant que CDI depuis le début de l'année, depuis que je suis revenu en France. Et puis moi je m'occupe un peu dans le magasin de tout ce qui est service du magasin. Ok, alors pour les gens qui nous écoutent, Moonterra, c'est un magasin dédié à l'aventure, dédié à tous les sports un peu dits extrêmes. Pas forcément extrême, mais randonnée, escalade, trek, trail, voyage. On va faire de la courte durée comme de la longue durée, et peu importe les niveaux, on accompagne vraiment. Et c'est basé sur Orléans, c'est le seul magasin en France à Orléans. Oui, c'est ça, c'est une scope. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on en arrive à travailler dans un magasin comme ça, avec vos parcours de vie respectifs. Chacun, Hervé, tu n'es pas du tout issu de ce monde-là, à la base. Mais alors, pas du tout. Je travaillais 30 ans dans l'industrie cosmétique, je faisais de la recherche dans l'industrie cosmétique. Et j'étais un des premiers clients du magasin, quand le magasin a ouvert il y a une 12aine d'années. Et j'étais venu acheter du matériel ici, pour partir en expédition. Je partais au pôle Nord. Et donc, pour pas aller à Paris, je suis venu dans ce nouveau magasin qui venait d'être créé. Et donc, les années passant, j'ai acheté du matériel. Les gars sont devenus mes copains. Et puis, je fais partie des cinquantenaires qui, à un moment, ont décidé de changer de vie et de faire autre chose. Et j'ai rejoint les copains au magasin. T'es dans la cosmétique, t'as un bon poste. Oui, ouais. Et beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités, ouais. Et à quel moment tu arrives et tu as ce changement dans ta tête où tu te dis j'ai fait tout ça, c'est bon, je claque la porte, merci, au revoir. Comme beaucoup de gens, quand tu commences dans ta vie professionnelle, tu as de l'ambition, tu veux monter, tu veux être le chef, voilà. Et puis j'ai eu ces postes-là, le poste que j'envisageais quand j'ai commencé. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas plus heureux que ça, quoi. Ce qui me manquait, c'était tout ce que je faisais en dehors, mes passions, donc les raids, courir en montagne avec les copains, partir faire du bateau, voilà. Et j'étais parti faire un raid en Laponie, un raid en chien de traîneau en Laponie. Et puis quand je suis revenu, en fait, j'ai pas pu reprendre le boulot. Je dis, c'est pas possible de reprendre une vie comme elle était. Et j'ai tout plaqué. Et puis, j'ai rejoint les copains. Tu avais déjà cette possibilité de rentrer dans la scope à ce moment-là? En fait, la scope marchant très, très bien. Julien et Gus s'en sortaient plus tous les deux tout seuls. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin de renfort. Et puis, ça s'est bien goupillé. Le contexte fait qu'à ce moment-là, ils avaient besoin de quelqu'un. Moi, j'étais content de venir. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ok. Et toi, Geoffrey, pareil, parcours où tu n'es pas amené à être ici à la base. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un BTS MUC. J'étais dans le commerce. Ouais. Donc j'étais chez Decathlon. Et en fait, c'est là où les deux qui ont créé le magasin Moonterra sont issus de Decathlon. Donc un des deux qui n'est plus là, Sébastien, c'est en partie lui qui m'avait recruté à Decathlon. Puis après j'ai fait mon parcours principalement dans le commerce, mais j'ai fait Decathlon, j'ai fait Peugeot, j'ai fait Orpi, T'as fait de la vente. J'ai fait beaucoup de ventes. Et t'as toujours kiffé ce délire d'aventure, Alors en fait, du coup, j'ai fait de la vente, mais après j'ai fait la crise donc Hervé il a fait la crise de la cinquantaine, moi j'ai fait la crise de la trentaine, où du coup j'ai un peu tout quitté et je suis parti au Canada faire ma formation de guide en tourisme d'aventure. Mais déjà avant cette formation-là, à 18 ans,
tu montes une asso avec 2 potes à toi et tu pars traverser la Laponie à pied c'est ça. avec un mec de 16 ans et un mec de 17 ans. Ouais, on avait, donc les gars, ils avaient 16, 17 ans, respectivement, et moi, j'avais 18 ans, donc c'est pour ça que j'étais président de l'association, mais à 18 ans, moi, j'étais pas mature comme, comme rien du tout. Et en fait, c'est mon pote de 17 ans, là, qui a eu l'idée, qui a eu il est fan de Nicolas Vanier, donc du coup, on a eu le partenariat Nicolas Vanier, et donc à partir de là, on a eu au total, je crois, 8 000 € de sponsors. C'est mieux que la route de l'Espérance. Pour le moment. Pour le moment. Et puis voilà, après on est parti en Laponie 6 semaines. On a traversé à pied, puis on a fait un film, etc. Donc ça c'était à 18 ans, mais ça, du coup c'est grâce à mon pote qui m'avait proposé, il m'a dit j'aimerais bien faire l'aventure avec toi. Vous vous Je dis, retrouvez donc seul majeur, un mec de 16 ans, un mec de 17 ans, ouais, c'était compliqué. en plein nord, à devoir traverser toute la Laponie. Ouais. Bah, après, ce qui était le plus dur, c'est que déjà on était jeunes, on n'avait jamais fait ça. Le point de départ, c'était Kiruna, donc on est au-dessus du cercle polaire. On a une tente pour 3 gars. Partir à un nombre impair, bah, du coup, ça nécessite toujours, dans les prises de décision, 1 contre 2. Donc ça s'est pas passé Pas bien exactement comme on voulait. Mais Et il y a un film du coup qui a été fait qu'on peut retrouver sur YouTube, je crois. sur YouTube, Translaponie. Et c'est en 2 étapes. Translaponie. Translaponie. Ok, on le mettra dans les commentaires. Translaponie. Du coup, vous avez quand même tous les deux ces points communs d'avoir fait des trucs un peu ouf pour le commun des mortels. Toi, t'es parti... J'ai fait 2 fois le pôle Nord. Je l'ai fait une fois en été avec mes enfants en kayak. Et puis j'y suis retourné après en plein hiver, donc quand la banquise est gelée, et en ski et en tirant un traîneau qu'on appelle une poulka. Non, en groupe. J'ai descendu une partie de l'Orénoque, qui est un des grands fleuves d'Amérique du Sud, en bateau. Qu'est-ce que j'ai fait le camp de base de l'Everest en courant. On est parti de Katmandou et on a été jusqu'au camp de base de l'Everest en courant. J'ai fait des raids en chien de traîneau en Laponie. Voilà, ce genre de choses. Le désert marocain, voilà, ce genre de petites à pied. T'es parti aussi un petit peu à un moment donné en van. Bah, quand j'ai quitté, avant de rejoindre le magasin, quand j'ai quitté mon travail, j'avais besoin de liberté, donc j'ai acheté un camion et puis je suis parti, ce qu'on appelle van lifer. Je suis parti en Afrique avec mon camion, vivre au bord de la plage, de surf, faire du kite. Et t'as tiré quoi de cette expérience ? Alors pas mal de choses. Le fait que j'étais plus capable de travailler dans une grosse entreprise, je pouvais plus revenir et travailler dans une grosse entreprise. Après, je m'imaginais vivre tout seul, être capable de vivre tout seul, vraiment le solitaire, et j'en suis pas capable. Il s'est passé des journées entières sans que je parle à personne, sans que je rencontre personne, et je me suis aperçu que ça manquait, les relations sociales. J'avais besoin de, voilà, donc c'est le genre je pense, d'expédition que je remonterai plus tout seul. J'ai besoin comme beaucoup de gens, j'ai besoin d'une interaction avec quelqu'un. Et toi, Geoffrey, à un moment donné dans ta vie, c'est pareil, tu prends la décision de partir te former dans la survie et le métier de guide. Ouais. Généraliste, pas spécialisé dans un domaine, c'est guide, c'est quoi l'intitulé de la formation ? Guide d'aventure, un tourisme d'aventure. Guide en tourisme d'aventure. Ouais. Et écotourisme. Ce qui te forme à englober quel type d'activité ? En fait, j'ai fait une première formation dans une école privée je me suis aperçu qu'il me plaisait pas trop. Donc là, on a été guide de canot, kayak, donc kayak de mer, rando. Et puis on a fait une première survie. Puis après, j'ai arrêté. J'ai refait une deuxième formation où là, il y avait encore plus de sport. Et donc du coup, c'est là où ça me chauffait pas mal. Et donc là, il y avait traîneau à chien, rando, ski, snow, rafting, canyoning, je sais plus, canot, kayak, j'avais vu la première. Ouais, on a fait pas mal. Donc un truc très très généraliste quand même, très éclectique, où tu as la possibilité de guider sur quand même beaucoup d'activités. Ouais. Tu as fait ça pendant 1 an et demi ?
Au total, ouais, ça m'a duré un an. au Canada, donc dans des endroits qui sont quand même assez solides niveau expérience. C'est différent. C'est différent d'ici. Après, le corps, il s'adapte très bien. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, puisque là, on se lève, il est 5 heures du matin. Tu prépares tous les petits déj pour le groupe, pour les clients quand tu guides. Et puis, tu te couches à 23 heures une fois que tout est couché. Et puis, c'était des expéditions. La plus grande qu'on ait fait, c'était 15 jours en Ontario. Donc là, c'était une expédition de canot et rando. Enfin, parce qu'on faisait du portage en canot. Et puis, une des plus courtes, je crois que c'était une semaine où on a fait rafting et secourisme en eau vive. Moi, tu m'as raconté cette histoire pendant le rafting où tu guides des gens, ça se passe pas très très bien, tout le monde tombe à l'eau et tu te pètes dedans à ce moment-là. Ouais. Merci d'avoir mis ça sur le truc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu es en train de guider des gens? Donc, tu es responsable de ton groupe. Tu guides combien de personnes à ce moment-là? En fait, le truc, c'est que là, pendant la semaine, c'était tous les jours, on sautait dans de l'eau à 4-5 degrés, puisque le rafting, il faut beaucoup d'eau. Et là, c'est la fonte des neiges. Donc, c'était au mois de fin mai, je crois. Et même équipé, au bout d'un moment, les gens, ils ont froid. Tu sais, je crois qu'on devait être à 8h30 dans l'eau, et puis on devait finir à 17h. Donc, toute la journée était dans l'eau. Et puis, franchement, je pense que c'est mes sorties, ma semaine que j'ai le plus kiffé, parce que les gens sont mal. Et moi, je m'amusais comme un fou. Et du coup, en fait, vu qu'on faisait nos examens en même temps, il fallait à chaque fois des victimes, que c'est une rotation. Mais bizarrement, tu n'avais pas beaucoup de victimes qui voulaient se jeter à l'eau. Donc, on était avec 3-4 gars et puis on tournait. Et puis, pour le rafting, c'est pareil. Donc, du coup, c'était en fin de semaine. Et puis, je laisse passer les premiers qui veulent... qui après veulent se mettre au sec. Donc, ils vont dans l'eau, ils font leur manœuvre et puis c'est parti. Puis, pour moi, j'étais le dernier à passer, le tout dernier. Et puis là, dans le bateau, dans le raft, on était 3-4. On n'était plus beaucoup. Et donc, il y a des manœuvres de raft où le raft, tu le mets à l'envers, dans le cas d'un retournement. Et puis toi, tu dois le retourner pour ensuite aller chercher tes participants qui sont à l'eau et puis qui se font ravager par le courant et la caillasse. Et donc, on retourne le raft, et puis il y a un des participants qui reste un petit peu trop longtemps accroché, qui tombe sur ma pagaie, et puis la pagaie elle claque les chicots. Et tu te retrouves avec une chicot dans la main. Ouais, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était que mes participants ils aillent bien, et qu'il fallait que je me dépêche et tout. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mince, il y a du sang sur la lèvre. Je dis, bon, tant pis, j'ai dû me rafler la lèvre. Puis au bout d'un moment, je sens gling-gling dans la bouche. Je dis, c'est pas vrai que c'est mes dents. C'est les risques dans les acceptations des risques. Ils te le disent au début, tu peux perdre tes dents. Il fallait que ça tombe que sur un gars. Tu commences une formation et on dit, bon, il y a des risques, là, tu peux finir quand même. Bon, ouais. Et donc, au final, je sens gling-gling. J'étais accroché au raft, je crache dans ma main, je vois mes 2 dents, je passe ma dent, parce que c'est les 2 dents de devant, je passe ma langue, et la langue, bizarrement, elle va plus loin que d'habitude. Je dis, bon, c'est foutu, je regarde un déformateur, je dis, comme ça, je dis, c'est cassé, et l'autre, il fait, je dis, non. Et puis bon, du coup, t'as pas le choix, au bout d'un moment, donc je crache mes dents, j'essaye tant bien que mal, j'arrivais pas à remonter sur le raft. Du coup, tu tèches tes dents dans l'eau. Je jette mes dents, je dis, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après? Je jette mes dents, au final, j'arrive à remonter sur le raft, je récupère tout le monde, et puis là, je dis, go, maintenant, moi, faut que je file, faut que je file de là. Puis au final, j'avais 48 heures pour me faire opérer, vu que l'eau, elle est croupie, etc. Il me restait une journée de formation, donc du coup, j'ai dit, bon, je fais ma journée de formation. Et je vais me faire opérer derrière. Je me fais opérer le lendemain. Il y a un truc qui m'intéresse de dingue, et j'aimerais bien avoir ton point de vue dessus, Hervé, après. C'est ce type de formation, c'est pas reconnu en France. Non. Donc, avec toutes les compétences qu'il a acquises dans des domaines qui sont certainement plus ultimes que ce qu'on peut voir chez nous,
il est apte là-bas, mais pas apte en France. Comment on perçoit ces différences de formation et juste ce diplôme qui diverge, quoi. Quand on n'est pas... Moi, j'ai fait des expés, donc encadrés au départ par des guides comme Geoffrey. Jamais je leur ai demandé vous avez quoi comme diplôme, est-ce que vous avez passé votre diplôme au Canada, en France. Ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui te rassure. Voilà. Et j'allais dire, après, je pense que c'est la loi française, la loi européenne qui est comme ça. Et j'imagine que ça permet de sécuriser énormément ce genre de voyage qui est quand même plutôt risqué. Aujourd'hui, moi, j'ai totale confiance en un gars comme Geoffrey. On part faire de la Via Ferrata. C'est lui qui encadre. J'ai un avis sur sa compétence. J'ai envie de dire, malheureusement, en France, est-ce qu'il y a pas des... sa compétence n'est pas reconnue. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des... parce que ces discussions aussi, c'est un point de vue un peu politique de la chose, et c'est intéressant de l'évoquer. Est-ce qu'il n'y a pas juste une mise à niveau, une sorte d'examen de compétences à avoir que tu peux faire sur 1 ou 2 mois? Au lieu, là, c'est combien de temps que tu dois refaire une formation de combien de temps? Tout dépend des sports. Tu vois, le ski, si tu veux être moniteur de ski, c'est 7 ans minimum, sans compter tes pré-tests, sans compter si t'es bon ou pas. En ski là-bas, tu as aussi la CMG, mais tu peux déjà donner des cours à des enfants où là, ça s'appelle la pointe de pizza là-bas, le chasse-neige. Tu peux l'apprendre à des enfants. Il y a pas de... On est un peu plus poussé. Mais c'est pas les mêmes montagnes. Le Québec, je crois que ça culmine à 1100, 1200 max. Donc, il y a des normes à respecter. C'est normal que ça soit différent parce que c'est pas forcément le même environnement. Mais il y aurait peut-être des possibilités d'aménagement ou d'examen de compétences, quoi, pour voir, voilà, j'ai ce diplôme-là dans ce pays-là. Il y a un mec qui est diplômé ici, qui arrive, qui te fait passer cet examen. Il voit si tu es apte ou non à guider. Et ça t'évite de refaire 2 ou 3 ans de formation. Ça serait pas mal. Notamment là, finalement, ce qui me bloque le plus, c'est le secourisme. Parce qu'on a été vraiment... on a fait des cours de secourisme parce que nos expéditions, elles étaient à 5 heures d'hélicoptère. Donc on s'est formé des heures et des heures sur un certain type de secourisme. Et ce qui est dommage, c'est qu'arrivé là, mon diplôme, je ne peux pas soigner une brûlure, je peux pas... C'est normal, le corps humain est différent au Canada qu'en France. Tu sais plus de choses comme ça. Après, dans le diplôme sportif, oui, pour d'autres personnes, j'ai un autre pote français, si vous voulez y revenir, c'est pénible de refaire le truc. Maintenant, j'ai fait mon aventure, je suis bien là, j'ai pas forcément envie de guider maintenant avec des clients, j'ai envie de faire des aventures pour moi pendant mes vacances. Donc Puis on va en faire une ensemble dans ce voyage, la route de l'espérance, parce que dans un podcast précédent avec Noom, j'expliquais que j'allais traverser le détroit de Gibraltar en kayak. Moi, j'ai confiance en tes capacités de guide. D'accord. Je reconnais ton diplôme acquis au Canada. Donc, c'est avec toi qu'on va le faire. Ouais. J'ai une très bonne nouvelle à te donner aujourd'hui. On n'a toujours pas de kayak. Tu m'as fait la même avec le vélo déjà. Mais là, il est là. Il est là. Là, il est là, le vélo. On part dans 4 jours. Toi, Hervé, quelle vision tu as par rapport à toutes ces aventures? Qu'est-ce qui te motive à les faire et à partir comme ça? Au-delà de cette liberté que tu peux avoir dedans. Souvent, on parle de dépassement de soi, de faire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire. Je pense que c'est extrêmement complexe, ce phénomène. Voilà. J'ai pas de réponse simple à faire, honnêtement. Moi, ce que j'aime, j'aime beaucoup les grands froids. Donc, le nord, le grand nord de l'Europe. J'aime être avec les copains. J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que marcher, courir, papoter avec les copains, copains et copines, d'être au milieu d'un groupe. Je trouve que voilà, c'est ça. C'est assez quand tu vis des moments quand t'es au pôle Nord, hein, il fait entre moins 40 et moins 50, t'es en mode survie.
il n'y a pas grand-chose d'autre que manger, se déplacer, dormir et prendre soin des autres. Déjà, c'est dur de prendre soin de soi, mais aussi on prend soin des autres. Et c'est fort, ces sentiments-là que tu vis avec les gens. C'est un groupe très, je sais pas comment Tu dire. sors un peu de toute la société qu'on nous donne mais au départ. Les règles sont totalement... Tu oublies tout ça. Manger, dormir, se déplacer. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité. Tu peux compter que sur toi-même. C'est-à-dire que si tu as mal au pied, tu as mal à la jambe ou tu as une ampoule, personne va te dire la pharmacie de garde. tu as mal au pied et non, vas-y, faut continuer à avancer. Voilà, et donc il se passe des relations très très fortes avec des gens que tu n'as pas rencontrés, que tu les connaissais pas une semaine avant. Et pourtant, à vivre ces moments-là extrêmement intenses, c'est très très fort ce qui se crée avec ces gens. Et c'est souvent des relations que tu poursuis pendant des années. Tu as passé un mois avec ces gens-là, mais c'est comme si tu les connaissais depuis très longtemps et ça, tu sais que ça va durer. Parce que tu pars dans les retranchements de la personne, tu arrives à voir un peu toutes les facettes de... C'est souvent ce que je dis quand je démarre comme ça, je m'excuse. Dès le départ, le premier jour, je dis je m'excuse pour ce que je vais être dans 2 semaines ou dans 3 semaines, avec le stress, avec la fatigue, le fait de ne pas s'être lavé. Voilà, et le fait de stresser les gens, souvent tu sais pas ce que tu vas récupérer après. Donc souvent, moi j'ai plus le sens de l'humour après 3 semaines à pas m'être lavé et être fatigué. Donc je m'excuse en avance. Après 3 heures non plus. Donc voilà, c'est ce genre de relation peut-être que je vais chercher dans ce genre d'événement. Et toi, je sais pas, c'est quoi qui t'anime là-dedans? Tu veux dire dans le... Parce que t'es un peu zinzin quand même, t'aimes bien les trucs d'abruti. Moi, je me reconnais de ouf là-dedans, parce que c'est... J'ai l'impression qu'on partage un peu la même vision de ces trucs-là, en mode, on y va juste pour voir, parce qu'on a envie, on veut voir. Bah ouais, c'est ça qui est cool. Après, tout à l'heure, vous parlez de dépassement de soi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais quand tu pars en expé, le dépassement de soi, finalement, il est au bout du 3e ou 4e jour. C'est une fois que tu peux plus mentir, tu peux plus mentir sur ce que t'es, tu peux plus faire semblant. À partir du 4e jour, c'est là où les masques ils tombent et tu vois qui est avec toi ou qui n'est pas avec toi. Voilà. Et moi, j'ai un peu de mal au début à me mettre dans l'expédition, mais une fois que tout le monde a baissé le masque, moi là ça y est, c'est là où je prends plaisir, parce que c'est là où c'est difficile et il faut, comme disait Hervé, il faut prendre soin des gens, et en plus, encore plus quand t'es guide. Du coup, faut gérer ceux qui vont à un certain rythme, ceux qui ne l'ont pas. Tu gères les bobos, tu gères la psychologie, tu gères tout, sauf la météo. C'est ça la beauté de ces sports-là où tu es, comme tu le disais très bien, livré à toi-même, où il n'y a pas de triche, il y a pas de... c'est pas possible en fait, c'est la nature et toi, et les gens qui y a autour de toi, mais c'est que ça. On va arriver à la dernière partie de ce podcast. Le voyage qu'on va entreprendre avec l'association Sperantia dont vous êtes partenaire, et on est partenaire. Déjà, grand merci de nous suivre dans cette aventure. C'est donnant, merci aussi. Et comment vous la voyez? Parce que maintenant alors nous on se côtoie depuis un petit moment. Hervé, nous on s'est rencontrés récemment, mais on a passé pas mal de temps et pas mal de discussions ensemble. Moi j'aimerais bien avoir votre vision sur ce qui va se passer, sachant que vous avez pas mal d'expérience aussi dans l'aventure, dans ces longs moments. On en a déjà parlé. Toi et moi, on est très différents. Toi, t'es ma kryptonite. Moi, j'ai besoin d'être carré, de préparer. J'aime l'idée de monter un projet. Ça prend du temps et voilà. Alors que toi, tu es capable de partir là, dans 4 jours. Tiens, je vais y aller, quoi. Je prends un vélo et puis j'y vais. Moi, ça m'intéresse de voir ça. Je pense que ça va me faire rire. Tu es tellement à l'opposé de ce que je suis. Ça me chatouille. Ça me gratte, cette idée de je veux le voir. Et puis j'aime l'idée de t'accompagner. Enfin, on va te suivre. C'est un peu comme si on y était et que je serais avec toi, mais en vidéo, et voilà. Mais j'ai un peu l'idée, ça me donne l'impression que je vais y être, quoi. Et j'adore ça. Ça représente les valeurs du magasin. On est une bande de potes. Nos valeurs, c'est ça. C'est les copains,
l'écosystème local. Enfin, voilà. Donc, si on peut t'aider, nous, ça nous fait plaisir. Enfin, tout simplement, quoi, d'aider un copain à faire quelque chose qu'il a envie de faire, qui va amener du bien aux gens, à lui, aux autres. Ça correspond à ce qu'on veut, quoi. Trop cool, je vous appellerai de temps en temps pour vous dire, les gars, j'ai toujours pas réussi à monter la tente, je suis à Dakar, j'en ai marre. Ah, fallait dépiquer. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça, sachant qu'en plus tu vas passer un petit bout, 3-4 jours avec moi dessus. Bah là, déjà, je pense que ton voyage, il va commencer à partir de ce moment-là. Enfin, tu sais, ça reste l'Europe, France, Espagne. Ouais. Toute la partie française, tu ne seras pas encore dépaysé. En espagnol, pas trop non plus, je pense pas. Ton voyage, il va commencer au Maroc. On va commencer au kayak. Au kayak, ouais, parce que, ouais, kayak. Comment tu vois cette traversée? Parce que moi, je t'avoue, j'ai regardé la photo, je dis ça a l'air pas loin, viens, on fait. C'est comme ça que Mais du coup, c'est ça où, par rapport à... Si j'étais guide, tu vois, j'aurais mis plus, je me serais renseigné, machin, plus de trucs. Là, j'y vais avec l'esprit Ben, je dis bon, j'y vais avec un pote, 16 km, on va faire attention au courant, au vent, au bateau, on va y aller un peu tôt. aux orques. Ouais. Aux crevettes en dessous, c'est pareil. Ouais. Non, on va traverser, après, on verra. Je pense que ça va bien se passer. De toute façon, il faut le faire, donc y a pas de... la question, elle se pose pas. Il y a que 16 km, ça se fait en 4-5 heures normalement, donc on verra. Et après, on se prend un bon couscous à Tanger. Dans la cellule de Tanger. Tu m'amèneras des pâtes. Et ouais, pour le reste de l'Afrique. Bah, je pense déjà, tu sais, à l'inverse, tu disais, moi j'aime bien être planifié, etc. Dans tous les cas, tu pourras pas planifier sur un an de voyage, même si tu as commencé à le faire pour les j'essaie spectacles. de leur dire depuis. Mais ça sera jamais ça. Sur un an, on va planifier sur un mois. Ça sera jamais ça. Enfin. Bah, en tout cas, c'est Lucas qui vient de me jeter un regard noir. Mais c'est une évidence. En plus, tu pars seul, tu vas vivre au gré des rencontres. Si ça se trouve, on va dire, bah, viens, j'ai de la famille là. Et si ça se trouve, enfin, je pense que ton parcours, il va changer. Le but, c'est d'arriver au point final. Et puis. C'est ça, on part de A, on va à B. Après, le chemin, ça va être. C'est les gens qui vont te guider finalement. C'est pas moi. C'est pas ton trajet. Non. On va. Donc, non, ça va être cool. Et ben. Il y a peut-être tes spectacles du coup que tu vas caler et tu vas être dépendant de ça. Mais sinon, tout le reste. J'ai une dernière question à vous poser. Le but de ce projet documentaire, de tout ce qui est en train d'être monté, c'est l'espoir. Sperantia, c'est le mot espoir en latin. Pour vous, qu'est-ce qui donne espoir? Je te laisse répondre. Bah, vous allez tous les deux répondre. C'est une question assez philosophique. On rigole, mais je sais pas répondre. Qu'est-ce qui me donne espoir dans la vie? Je vais pas répondre à ta question, je vais tricher. Je vais parler plutôt du synonyme. J'aurais plutôt tendance à parler de bienveillance, tu vois, plutôt que de l'espoir. J'ai envie de dire, ce que j'apprécie là, c'est l'idée, c'est bienveillant. T'y vas parce que, bon, toi, tu recherches quelque chose, mais t'y vas pour essayer de donner du bien aux... T'as fait de la politique. La bienveillance aux gens. Il a fait de la politique. Et c'est pour ça que j'ai donner de l'espoir. Je sais pas si on peut donner de l'espoir, mais en tout cas, tu vas essayer de leur faire du bien, d'aider les assos. C'est le mot espoir dans ton interprétation. Voilà, c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Ça, je navigue un peu sur le... Ok. Ouais. Et toi, Geoffrey, pour toi, moi, j'ai pas fait de politique déjà. Donc la réponse, ça va pas être la même. Espoir, j'ai 4 heures. Non, pour moi, espoir, c'est plus suivre ton instinct et être en accord avec toi-même. Plus tu as un objectif précis, donc c'est aussi un moment si tu attends depuis longtemps. Enfin, moi, je le vois avec le Québec. Du coup, j'ai eu un accident avant de partir au Québec qui était quand même pas rien. On me déconseillait d'aller au Québec, mais moi, c'était au fond de moi de dire il faut y aller, t'écoutes que toi, et puis il faut y aller, et puis c'est la meilleure expérience de ma vie. Toi, je suis sûr que c'est la même chose en ce moment. Donc là, t'as beaucoup de gens qui t'encouragent. Et donc, enfin, pour moi, c'est ça aussi l'espoir, c'est tu vas, tu fais, tu vis avec ton instinct, et puis qu'est-ce qui peut t'arriver de pire?
Enfin, si, plein de choses, mais. Eh ben, merci pour ces derniers mots. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Moi, c'est vraiment plein de choses. J'ai eu 2-3 idées en tête. Mais ça sera coupé au montage. Eh ben, merci les gars pour cet échange. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous qui écoutez ce moment, ça vous a plu aussi. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, bisous. Merci.